Chers amis résistants, bonjour. Parlons aujourd'hui, si vous le voulez bien, de justice et politique, sujet d'actualité, vous le savez. D'abord, qu'est-ce que ça veut dire parler justice et politique? Il y a des politiques qui passent devant les tribunaux pour avoir commis des délits de droit commun. Si un maire, un député, un président tue quelqu'un de sa famille, il est un criminel de droit commun. Ce n'est pas un acte politique. Si un homme politique fait de la fraude fiscale ou des escroqueries, ce n'est pas un acte politique. Donc, le problème qui peut se poser, la confrontation qu'il y a et qui est toujours assez difficile entre le judiciaire et le politique, ne réside pas dans le fait que l'homme qui est jugé soit un homme politique. Un élu est un homme comme les autres. Et il ne doit pas y avoir d'immunité politique. La France connaît encore une certaine immunité pour le chef de l'État. Je suis persuadé que dans 50 ans, ça nous paraîtra être un archaïsme. Parce qu'il n'y a pas de raison. Un président de la République, quel qu'il soit, est un citoyen comme un autre. Et s'il commet des infractions, il doit en répondre. Donc là, nous ne sommes pas dans le domaine de la politique. Ce qui est problématique, c'est lorsque des individus agissent dans un mobile politique, et non lorsqu'un homme politique fait du droit commun. Lorsque des gens agissent dans un esprit politique, il y a là une rupture entre d'un côté l'acte qui a été commis et l'intention. Je vais prendre un exemple très concret qui s'est posé ces jours-ci en France. Des militants ont enlevé les portraits du président de la République dans des mairies pour aller manifester dans les rues en tenant le portrait à l'envers, histoire de protester entre la dichotomie, la différence qu'il y a entre le discours écologique de la France à l'international et la politique anti-nature menée par le pouvoir actuel, pro-chasse, pro-glyphosate, etc. Vous connaissez très bien la question. Ces militants qui ont fait cela ont-ils commis un vol au sens de l'article 311 311.1 du Code pénal actuel? Le vol, c'est la soustraction frauduleuse de la chose d'autrui. Manifestement, en entrant dans une mairie et en dérobant un portrait du chef de l'État, ces gens-là ont commis une soustraction frauduleuse d'un bien appartenant à la commune, à savoir un portrait officiel du président de la République qui vaut, je crois, dans les 8 euros. Bien. Alors, ces militants sont-ils des voleurs? Au sens où on l'entend habituellement. Leur intention était-elle de s'approprier le bien d'autrui, le bien de la commune, pour s'enrichir, pour en faire un usage quelconque, comme tout bon voleur qui essaie de s'enrichir au détriment de sa victime? Ou est-ce que leur intention n'était pas tout autre? Poser la question, c'est apporter la réponse. Il est évident que ces militants n'étaient pas des voleurs. Ce n'étaient pas des gens qui voulaient s'approprier le portrait du chef de l'État pour en garnir leur chambre à coucher. C'était un acte politique. De même, celui qui écrit sur un mur un slogan ne veut pas dégrader le mur en tant que tel, il veut exprimer une opinion. Celui qui manifeste dans la rue ne bouge pas la rue pour le plaisir d'ennuyer ses concitoyens ou parce que ça l'arrange de stationner au milieu de la rue, il fait un acte politique. Alors, comment la justice doit-elle appréhender les actes politiques? C'est une question. Est-ce qu'il faut conférer à l'acte politique une immunité en disant on n'applique pas la loi lorsque l'infraction, parce qu'il y a bien une infraction, est commise dans un but, une intention politique? Ou est-ce qu'on doit sanctionner cet acte comme tout autre acte de droit commun? Vaste problème. Alors, les sages de l'Antiquité avaient résolu la question. Un philosophe qui s'appelait Solon avait dit à l'issue d'une guerre civile, les vainqueurs doivent s'abstenir de juger les vaincus, ça doit être interdit moralement. Au pire, peuvent-ils juger ceux qui ont refusé de prendre parti? Parce que bien sûr, la justice est toujours faite par des vainqueurs. Quittons le domaine du portrait du président de la République pour aborder des questions plus graves. En 1943, un individu fait dérailler un train qui transporte des troupes de la Wehrmacht ou qui conduit de pauvres gens dans un camp de concentration. Si
ce militant est arrêté en 1983, il sera qualifié de terroriste, sera fusillé ou sera envoyé dans un camp d'extermination. Mais s'il sait échapper à la police allemande et à la milice, 2 ans après, la même personne n'est plus qualifiée de terroriste, mais de glorieux résistant, il sera décoré, promu, placé en avant. Donc vous voyez combien la notion d'acte politique et d'acte délictueux est fluctuante selon les périodes. Un jour criminel, le lendemain héros, ou vice-versa, ou vice-versa. Donc ce n'est pas une question très simple. Et les tribunaux dans tout ça? Comment les juges peuvent-ils s'en sortir pour juger des actes politiques? S'ils sont juges du gouvernement de Vichy en 1943, ils vont condamner un résistant. S'ils sont juges de la Libération, ils vont condamner un milicien. Il y a ceux qui ont fait les deux d'ailleurs. Si je prends l'histoire, et parlons histoire, le 2 septembre 1941, donc sous l'occupation et sous le gouvernement de Vichy, le maréchal Pétain a demandé à tous les magistrats de France de lui prêter serment d'allégeance. Et tous ont accepté, tous, sauf un. Il s'appelait, et son nom mérite de rentrer, d'être connu et de rentrer dans l'histoire, il s'appelait Paul Didier. C'était son nom, Paul Didier. Il est le seul à avoir refusé, le seul juge à avoir refusé de prêter serment au maréchal Pétain. Bien sûr, il a été destitué, il a même été interné, puis à la Libération, il a été promu. Il est devenu président de chambre, je crois qu'il a fini sa vie comme président de chambre d'une cour d'appel, évidemment à la Libération. Et certains magistrats qui avaient prêté serment d'allégeance au maréchal Pétain n'ont pas du tout été gênés en 1945 de se bousculer pour aller le condamner. Voilà, c'est la nature humaine. Bon, est-ce qu'on peut vraiment reprocher aux hommes, confrontés aux tempêtes de l'histoire, aux ouragans de l'histoire, de se comporter ainsi? Je ne sais pas. En tout cas, Paul Didier aurait mérité que dans tous les tribunaux de France, il y ait une salle d'audience qui porte son nom. Non pas parce qu'il avait fait le bon choix. L'histoire lui a donné raison, évidemment. Ceux auxquels il avait refusé de prêter serment ont été vaincus. Alors, c'est facile de réécrire l'histoire après coup et de dire mais il a drôlement bien fait. Si les fascismes avaient gagné la guerre, il serait resté ce qu'il était, un paria, un rebelle, un insoumis, un résistant, terroriste. Bon, il était du bon côté. Mais je crois que là, il faut être sage par rapport à tout ça. Et Solon avait raison. Peut-être que les vainqueurs devraient d'abord s'abstenir de juger les vaincus, en général, je parle en général. Et d'autre part, comment traiter les infractions politiques, celles non pas exceptionnelles de l'histoire, mais celles de tous les jours. Alors évidemment, quand dans une démocratie comme en France, en Allemagne, en Italie, des groupes terroristes tuent des gens au nom d'une idéologie, ce sont des criminels. Parce qu'on ne peut pas accepter que le meurtre soit une expression politique. C'est ce que faisait Action Directe, c'est ce qu'ont fait la bande à Bader en Allemagne, ou les Brigades Rouges en Italie, qui tuaient des gens. Ce n'est pas possible de couvrir d'une sorte d'immunité ce genre d'action. Parce que là, en démocratie, on a d'autres moyens d'expression. En revanche, les petits délits du genre enlever les portraits d'un chef d'État, quel qu'il soit, faire des graffitis sur les murs, faire une manifestation interdite, sans meurtre, sans violence contre les personnes, comment les tribunaux doivent-ils se comporter? Eh bien, j'apporterai une réponse qui est celle de la Cour européenne des droits de l'homme. C'est une chose que les juges français n'avaient pas tellement l'habitude d'utiliser et que nous enseigne le droit international. C'est le rapport de proportionnalité, c'est-à-dire qu'il faut d'un côté prendre en considération l'intérêt général. Il est interdit de voler des portraits dans les mairies, par exemple. Ouais, c'est un vol. D'un autre côté, il y a l'article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme qui garantit la liberté d'expression. La liberté d'expression, c'est pas d'aller voter tous les 5 ans dans des élections dont les résultats sont assez connus d'avance. Non, c'est pas que ça. C'est aussi la liberté de manifester des convictions par des actes certes proportionnés.
Et c'est ce rapport de proportionnalité que la Cour européenne applique régulièrement. C'est ce que fait la Cour européenne. C'est-à-dire que quand la Cour européenne est confrontée à deux droits qui s'opposent l'un à l'autre, elle recherche la proportionnalité entre la protection d'un côté, par exemple des biens, de la mairie, le portrait du président, je prends cet exemple-là, et d'un autre côté, la liberté d'expression. Et évidemment, il faut faire prévaloir ce qui paraît être l'intérêt le plus légitime. Donc, quelqu'un qui fait un graffiti sur un mur, par exemple, c'est pas bien. Bah, c'est pas bien, d'accord, oui, mais. Et l'expression, comment peut-on, alors, dans certaines limites, évidemment, si quelqu'un s'amuse à dégrader systématiquement le mur du voisin en écrivant dessus un slogan fasciste, comme j'ai vu, Wir wieder kommen und siegen, c'était les fascistes qui avaient écrit ça, oui, c'est arrivé dans une petite ville qui s'appelle Périgueux, où un jeune étudiant a écrit, qui était fasciste, a écrit ce genre de slogan. Des fois, on voit d'autres slogans, hein, ni Dieu ni maître, hein, ou le droit et la vaseline des enculeurs du peuple. Ça, c'est plutôt à gauche. Bon, j'allais dire, jusqu'où peut-on aller? Évidemment, si ça devient une persécution vis-à-vis de quelqu'un, il faut sanctionner. Si c'est une expression, à un moment donné, il faut considérer que c'est une expression d'une idéologie. Et peut-être savoir faire preuve d'un peu de sagesse et se dire que voilà, on ne poursuit pas toutes les infractions. Et je vais faire un petit coucou à mes amis écologistes. Actuellement, les lobbies, qui font la loi, il faut dire ce qui est, ont obtenu en France, par un décret du 3 juin 2010, l'incrimination sous forme de contravention de l'entrave à la chasse. Bon, c'est le seul loisir au monde qui fait l'objet d'une protection particulière en France. C'est-à-dire le fait de s'opposer concrètement dans les bois, si vous voulez, en forêt, pas d'émettre une opinion évidemment, mais de s'opposer à un acte de chasse deviendrait une contravention, et certains voudraient même qu'on aille jusqu'au délit, pourquoi pas jusqu'au crime, comme quoi les lobbies rendent fous parfois certaines personnes. Eh bien, si la Cour européenne des droits de l'homme avait à apprécier d'un côté la liberté des uns de tuer, et de l'autre côté la liberté d'exprimer sans violence excessive une opinion, elle aurait à appliquer le principe de proportionnalité. Voilà ce que je crois. Alors, à l'heure où on parle tant des politiques et de la justice, je crois que tout simplement, comme dans beaucoup de choses, l'affaire réside dans un équilibre, dans une sagesse, dans une certaine proportionnalité. Et je vous rappelle, amis résistants, que la liberté, ça se défend. Et un peuple qui n'est pas capable de défendre sa liberté et qui choisit systématiquement la sécurité et l'ordre au détriment de la liberté, ne mérite ni la sécurité ni la liberté. Alors méritons les deux, défendons une démocratie équilibrée, mais dans laquelle tout de même il y a un espace de tolérance et d'expression pour que les gens qui ont des choses à dire puissent encore les dire. Bonne continuation et à bientôt pour une autre réflexion. Merci.